C'est pas qu'on dépense pas d'argent, c'est qu'on va en dépenser. Contrairement à une crise classique. En fait, ce qui est bizarre dans cette crise, c'est que c'est d'abord une crise sanitaire, ensuite une crise financière et ensuite une crise économique. Dans un temps très rapproché, quelques semaines. Mais c'est ça qui est bizarre aussi d'ailleurs. Mais la crise économique, elle est en train d'arriver. Par exemple, tu prends le cas d'un Français, pour l'essentiel, avec le chômage partiel, il a peu perdu de pouvoir d'achat. Et si on prend des gens comme toi et moi, globalement, on n'a pas perdu de pouvoir d'achat. Effectivement, on a moins dépensé. En tout cas, on n'a pas dépensé comme d'habitude, mais en vrai, on n'a pas moins dépensé. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors voilà, nous voici dans cet épisode, la fin du monde, le retour, parce que on va avoir une deuxième fin du monde. Je vais t'associer, c'est pas sympa en fait de ma part, Géraldine. C'est pas cool parce que j'ai l'impression que du coup, et c'est vraiment pas cool parce que je pense que du coup les gens penseront toujours que je suis là que pour les mauvaises nouvelles, mais notez qu'à chaque fois je viens plutôt à la fin de la fin du monde. Voilà, donc je suis avec Géraldine Métifeux. Salut Géraldine, je suis très heureux de te recevoir sur La Martingale. Salut Mathieu. On a fait ensemble l'épisode numéro 7, donc ça fait quand même un bon paquet de temps puisque c'était il y a presque 2 ans, en juin 2019, en tout cas la sortie était en juin 2019. Voilà, c'est Laurent Puget qu'on embrasse qui nous a mis en relation et on avait parlé à cette époque de où investir avant la fin du monde. Voilà. Et donc, en préparant un peu cet échange, ce deuxième échange, je te disais, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu eu la fin du monde quand même en 2020. Et puis finalement, non. Alors, si on avait eu la fin du monde, on serait même plus là pour en parler. C'est vrai. Surtout nous, Alter Egal, ce serait plus compliqué. Mais en fait, non, il n'y a pas eu de fin du monde. Il n'y aura sans doute jamais de fin du monde. Mais c'est vrai quand tu te retrouves en mars 2020, et que ton président te dit, ton président de la République, pas ton boss, te dit nous sommes en guerre, tu te dis bon, là ça commence à être une mauvaise idée, quoi. C'est ça. Alors bon, pour être clair, la fin du monde pour moi c'est pas avant qu'on meure tous, c'est plus je pense à une sorte d'apocalypse financière. On a parlé de, alors c'est peut-être j'utilise évidemment des termes un peu forts, mais on parle de bulle avec Marc Fiorentino dans certains épisodes récents, etc. Tout le monde a l'air à peu près d'accord qu'il y a un moment où en fait, les banques centrales envoient beaucoup d'argent et que c'est ce qui permet à tout le monde d'investir, qu'il y a beaucoup d'argent partout et on se dit qu'à un moment, ça va être la fin de la fête. Donc, mais Mathieu, ça, on se le disait déjà en 2009 ou en 2010. C'est-à-dire que quand l'injection d'argent frais comme ça, c'est pas du tout de 2020. Oui. C'est 2008. On n'a juste jamais arrêté. Enfin, de temps en temps, les banques centrales mettent un petit stop ou une petite pause sur l'injection de liquidités, mais c'est extrêmement rare. Là, on a l'impression quand même que... alors, je suis vraiment nul en macro, mais économie, mais on a quand même l'impression que à un moment, on se disait que ça allait être un peu resserré. Fin 2019, on commençait à se dire les banques centrales vont... voilà. L'Allemagne en Europe disait il faut quand même serrer, arrêter de faire des déficits complètement débiles. La France commençait à se dire bon ok on va arrêter, d'accord. Et puis là 2020 on a trouvé la bonne excuse pour se dire on s'en fout des déficits. On n'avait pas le choix. Oui. En fait en 2019 ceux qui croyaient au cycle se disaient que le cycle haussier était quand même très très long. Et c'est ce dont on parlait dans les fameux épisodes 7, la fin du monde numéro 1. En vrai, on se disait, il y a un moment où ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tous les cycles s'arrêtent. Ouais. Et alors, on n'avait pas vu le truc du pangolin, c'est vrai, mais en revanche, le cycle s'est arrêté. C'était peut-être une chauve-souris, mais bon. C'était une chauve-souris, je sais pas. Enfin, je suis pas très animaux, moi. Non, mais du coup, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas les financiers pour une fois. Et c'est ça qui nous sauve aussi. C'est vrai. C'est plus facile à gérer. C'est pas une bulle financière. Non, c'est pas une bulle financière. Mais le truc, c'est qu'en fin 2019, ceux qui croient au cycle considère qu'il y a un moment où si on veut aborder un jour ou l'autre une période de crise économique importante, on ne pourra pas le faire, c'est ce qu'on croit à l'époque, on ne pourra pas le faire avec des taux aussi bas et ainsi de suite. Donc forcément on se dit qu'il va falloir remonter les taux, il va falloir arrêter d'injecter de l'argent pour permettre d'avoir à nouveau une inflation et ainsi de suite, et du coup pouvoir baisser les taux pour relancer l'économie le jour où ça se cassera la figure. En gros. Ouais. Mais en fait, sauf qu'en fait fin 2019, certains pensent ça, d'autres pensent qu'il n'y a plus de cycle, qu'on se japanise et ainsi de suite, bon pourquoi pas. Et elle arrive, donc la chauve-souris et son ami le pangolin, donc ça nous dévaste toutes nos idées. Et d'un seul coup, le monde se mure.
Ouais. Et c'est fini. Et on a un lockdown mondial sur, je crois, 3/4 de la population mondiale, ce qui est considérable. En mars, avril, en tout cas, ouais, c'est ça, entre mars et avril 2020. Entre début mars et... oui, l'Italie fait 15 jours avant nous, je crois. Ouais. Et puis les États-Unis un peu plus tard. Alors, différemment, les États-Unis, oui. À tous égards, différemment les États-Unis. Mais voilà, mais donc en fait, et là à ce moment-là, est-ce que c'est la fin du monde ? Je veux dire, on se tape un nom de crack sur les marchés, mais tu vois l'expression, on rattrape pas un couteau qui tombe ? Et je l'ai comprise entre le 28 février 2020 et le 18 mars 2020. Non, je la connaissais pas, d'accord. On rattrape pas un coup de suite, tu vois quand même. On rattrape pas un couteau qui je tombe. la connaissais pas, mais je la vois, ouais, d'accord, ouais. Et là, c'est un peu le discours que tu tiens à tes clients tous les jours. Parce que pour le coup, tu es très sollicité. Et puis en plus, on n'est pas encore dans la crise sanitaire en France à ce moment-là. On la voit pas complètement venir. Les gamins sont encore au collège, on n'a pas fermé les restos, etc. Ça commence à se durcir entre le 12, 14 mars, 16, voilà, puis après c'est fini. Mais le 28 février, quand on commence à avoir vraiment les gros cracks, tout le monde est au bureau. On se fait la bise et tout. On n'écoute pas du tout la pub à la télé. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe à cette petite fin du monde Là, ça y ressemblait quand même. Ouais. Ça y ressemblait pourquoi ? Ça y ressemblait parce que les marchés actions sont au tapis, mais à un niveau considérable. C'est une baisse d'une violence qu'on n'avait pas connue, très réduite dans le temps, mais très très violente dans ces mouvements. Donc, tu te dis qu'à un moment, ça va s'arrêter, forcément. Ou alors, on rentre dans une économie de troc, mais ça va s'arrêter, c'est sûr. Et parallèlement à cela, tu te retrouves avec une crise de liquidité, tu vois, début mars, qui est considérable, qui a créé notamment une partie des problèmes d'Agliozo, avec les appels de marge. Bon, on y reviendra, je suis sûr que tu vas vouloir en parler. Oui. Et puis, voilà, on était sûr. Et puis ensuite, on a également, dans le même temps, une baisse des matières premières de façon mais drastique. L'or, le pétrole. Souviens-toi des contrats à terme qui passent négatifs, etc., un truc hallucinant. Et à ce moment-là, je vais te dire, si tu as commencé à investir juste l'avant-veille, t'es pas bien. Ça dépend, nous, il y a quand même des clients qui l'ont fait, malheureusement oui, non, parce qu'en fait, on avait été assez prudents et on a pu remettre très vite des actions. Donc en fait, là, à ce moment-là, tu crois que c'est la fin du monde. En tout cas, les gens le croient. Et toi, tu le crois pas. D'où l'importance aussi, si tu prends juste cet exemple très précis, on le dit assez souvent, mais je le redis et redis, mais une sorte de dollar cost averaging. Mais si tu as investi l'avant-veille, si tu as commencé à investir en février 2020... si tu as 100 à investir, c'est là où tu vois que c'est peut-être pas con de commencer par investir 20, quoi, par exemple, ou 10, et de rentrer petit à petit, plutôt que de rentrer tout de suite avec tes 100, où tu risques qu'ils se transforment en 50 un mois après. Alors j'ai plein d'expressions à la con qu'on ressort très très souvent quand on est en période... C'est pour ça que je suis content de te recevoir à chaque fois, Géraldine. Merci, c'est gentil, j'en ai plein, tu peux toutes les noter. Mais c'est vrai que le vieux concept de dire on met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est incroyablement évident. Alors, je sais qu'on est à la martingale, mais ça n'existe pas. Sinon je serais très très riche, donc voilà, et on se verrait dans d'autres circonstances dans une île hyper sympa, mais c'est pas le cas. Mais nous, quand on voit nos clients, même aujourd'hui ou même en avril, ou même, alors on les voit pas réellement, mais quand on se contacte Zoom ou que sais-je, ou d'autres visios, on leur dit pas tout tout de suite, pas tout sur le rouge, on met jamais tout sur le rouge. Là aujourd'hui les clients me disent mais Jérôme, pourquoi on met encore 20% monétaire sur le fonds euro ? C'est parce que si l'ascension des marchés actions, elle sera pas nécessairement en ligne droite. Elle sera sans doute chahutée. Et donc, à ce moment-là, on aura de la réserve pour remettre, parce que je peux me tromper, parce que pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas tout mettre sur le rouge. Même si on est très confiant sur un avenir, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas qui peut croire demain que des titres GAFAM vont être divisés par 10. Je pense que personne ne le croit. Mais pour autant, est-ce que tu mets 100 dessus ? Non. Non, et puis ils peuvent perdre 30 en revanche, c'est possible. Oui, enfin, si tu parles de Tesla, ils peuvent perdre beaucoup plus aussi. Et juste alors pour rappeler, parce qu'en effet contextualiser, parce que tout le monde n'a pas écouté l'épisode numéro 7, il y a beaucoup plus de scénarios. Mais c'est quoi, on le dit pas et on leur laisse aller l'écouter. Mais toi, avec Alter Egal, tu accompagnes des clients en conseiller en gestion de patrimoine. Pour investir et gérer leur patrimoine. C'est ton métier. Mon métier, c'est d'abord le conseil. Parce que l'intermédiation, beaucoup de gens peuvent le faire, toutes les cartes sont beaucoup plus accessibles. Notre premier job, c'est le conseil. Et quand on investit, quand des clients veulent investir, que ce soit des stocks, c'est-à-dire des sous qu'ils ont sur des comptes hérités ou gagnés, ou des flux, c'est-à-dire au fond, chaque mois, je ne dépense pas tout mon revenu. Alors ça parle peut-être à certains en ce moment qui vont plus au resto, qui vont plus en vacances, donc ils ont peut-être plus de sous que d'habitude. Notre job, c'est de les accompagner pour choisir la bonne poche d'investissement, mais pour faire quoi ? Oui, toujours ce goal-based, finalement. C'est ça, tout le temps. C'est en fait de contextualiser et de leur dire, voilà, ok, pas de problème, on peut placer, mais ça dépend quoi. C'est-à-dire que celui qui me dit, je veux placer et je veux absolument sur la crypto, parce que tu comprends, j'ai vu que JP Morgan a dit que ça terminerait à $140 000 le Bitcoin. Ouais, mais si tu as 2 ans de raison devant toi, gars, et qu'en fait, c'est tout ton argent,
Alors non, ce serait une grosse... Peut-être que tu vas gagner, hein, mais ce serait une grosse bêtise pour nous de conseiller de faire cela. Oui, peut-être que tu vas perdre aussi. En fait, le truc, c'est qu'on ne le sait pas si on le sait à l'avance. Donc voilà, nous, notre job, c'est d'encadrer l'investissement, mais pas que. Parce que c'est aussi encadrer le juridique autour de l'investissement. C'est est-ce que tu t'es marié, est-ce que tu t'es pacsé, est-ce que tu as des mômes, est-ce que tu n'en as pas, est-ce que tu t'es remarié avec d'autres mômes, est-ce que tu as acheté ta résidence principale, est-ce que tu l'as pas, etc. Est-ce que, bon, voilà, tous ces points-là en fait, jouent sur l'enveloppe d'investissement. Voilà, je ferme la parenthèse publicité. Non, mais c'était pour comprendre et juste expliquer aussi par rapport à tout ça, avant d'écouter l'épisode 1, en tout cas comprendre qui tu es, ce que tu fais. Donc ouais, l'idée pour moi aujourd'hui, on va revenir sur à peu près cette période et ce qui s'est passé éventuellement ensuite, mais si je fast-forward aussi à pas encore mi-2021, mais pas loin, où tout est parti boule et où, en effet, tu parlais de Tesla, les bitcoins, Coinbase, les GAFA, etc. Même les valeurs traditionnelles du CAC 40. En fait, tout est parti. En fait, et c'est toujours bizarre parce que à un moment, tu sais, tu te dis quand même... Ça déconne. C'est pas... Alors oui, je comprends le fait que les gens ne dépensent pas et on rentre de l'argent. Pourquoi tu penses que ça déconne ? Parce que toi, tu as un masque et que tu es avec moi, mais c'est pas ce que voit les marchés. Parce que je vais pas. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais laisse-moi vivre. Tu me poses la question. Pourquoi je pense que ça déconne ? Parce que je consomme pas. Tout simplement parce que je fais plus de voyage, je vais pas au restaurant, je vais pas. Alors, c'est là où c'est un peu fucked up, c'est que je vais pas au restaurant. Je dépense un peu, en effet, sur du Netflix. J'ai jamais eu autant d'abonnements, ça c'est sûr. Alors là, Netflix, Disney, OCS, Canal+, Apple TV, je t'en passe, des Spotify, des machins. Bon, fine, mais ça va finalement souvent au même. RMC aussi, c'est cher ça, putain, RMC Sport. Et du coup, bon. Très bien, mais en fait, tout ça, même cumulé, je veux dire, c'est 70 balles par mois, j'en sais rien. Mais en revanche, tu vois, ne serait-ce que... avant, je faisais presque... Enfin, moi, je fais beaucoup de restaurants parce que avec des clients, mais presque un par jour. Enfin, l'économie, là-dessus, sur plein de choses, dans l'économie réelle est monstrueuse. Alors, en effet, tu te dis, du coup, ce que je dépense pas là, je peux l'investir dans des restaurants. Donc, la valeur des restaurants monte, même s'ils font moins de business. Tu vois, et du coup, à la fin, moi, je me dis tout ça, je vais pas dire je comprends pas, mais tu dis, il y a un moment où ça va craqueler, quoi, tu vois. Ou pas, parce qu'en fait, les marchés, c'est pas une vision statique, c'est une vision dynamique. Okay. Donc en fait, eux, ce qu'ils achètent, c'est pas le fait qu'on puisse pas aller au resto, c'est qu'on va y retourner. Mmh. C'est pas qu'on dépense pas d'argent, c'est qu'on va en dépenser. En fait, ce qu'ils achètent, contrairement à une crise classique, c'est tu commences. En fait, ce qui est bizarre dans cette crise, c'est que c'est d'abord une crise sanitaire, ensuite une crise financière et ensuite une crise économique. Dans un temps très rapproché, quelques semaines. Mais c'est ça qui est bizarre aussi d'ailleurs. Mais la crise économique, elle est en train d'arriver. Par exemple, tu prends le cas d'un Français, pour l'essentiel, avec le chômage partiel, il a peu perdu de pouvoir d'achat. Et si on prend des gens comme toi et moi, globalement, on n'a pas perdu de pouvoir d'achat. Effectivement, on a moins dépensé. En tout cas, on n'a pas dépensé comme d'habitude. Peut-être qu'on a acheté plus d'immo, peut-être qu'on a acheté plus des parts de boîte parce qu'on avait des pognons, enfin des trucs comme ça. Mais en vrai, on n'a pas moins dépensé. Mais c'est pas ce que les marchés visent. Les marchés, ils visent que demain, tu vas racheter une voiture. C'est pas parce que tu ne l'achètes pas aujourd'hui que tu ne vas pas l'acheter demain. Et en fait, dans l'absolu, comme on n'a pas perdu de pouvoir d'achat, demain, on aura le même argent à débloquer. Et en fait, ce que tu sais, au printemps de l'année dernière, pile à peu près à cette période, les gens s'interrogeaient, enfin les gens, ceux qui voulaient bien, s'interrogeaient sur est-ce que la reprise sera en V, en U, en W, ou les mecs hyper positifs en L. Du coup, tu as la barre en bas. Tu restes en bas, tu tombes et tu restes en bas. Okay. Bon, eux, on faut. Voilà. Donc ça, c'est fait, il faut qu'on les retrouve pour leur dire, mais c'est fait. Mais dans l'absolu, à l'époque, on ne savait pas si ce serait une reprise en V. Et vraiment, quand tu rouvres les vannes de l'économie, c'est du V. On est en V. Regarde ce qui s'est passé l'été, c'était fou. Tout le monde, les restos, les trucs, tout était blindé. On était tous dehors, on avait tous envie de consommer, on allait dans les boutiques, on achetait des fringues. Moi, tu roules, moi je vais dans les bars, en boîte de nuit, alors que j'y allais plus. Alors les boîtes de nuit, peut-être ça va être les premiers quand même. Ouais. Donc, non, mais j'irai quand même, quand ce sera ouvert. Concert de Daft Punk, non, ça non plus. Non. Alors Aznavour non plus. Oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui ont. Non, donc oui, ok, mais c'est vrai que si je reprends un peu, tu vois, mes croyances de base, qui sont, semble-t-il, fausses du coup, mais je me dis, je reprends cet exemple de resto pour être mais voilà, ou même de voiture. Tu te dis ok, tout le monde mise sur le fait que tu vas racheter une voiture. Alors pas de bol, moi j'ai acheté une voiture en plein confinement, mais admettons que je l'ai pas fait. En fait, pendant la crise, les gens ont quand même acheté moins de voitures. Oui. L'année dernière. Mais oui, les actions ont baissé un peu, mais elles sont remontées énormément. Elles ont baissé beaucoup, elles ont monté
énormément. Voilà. Donc, du coup, c'est baissé beaucoup, mais c'est revenu à avant, alors que les gens n'achètent toujours pas plus de voitures. Mais on se dit, ils vont en acheter plus. Ouais. Donc, en fait, le prix des actions des car makers est limite plus qu'avant, alors que pourtant, ils ont fait une année de merde. Mais comme on pense qu'ils vont quand même en vendre plus, tu vois, généralement, quand tu faisais une année de merde, tu avais quand même ton cours qui baissait vraiment nettement. Et là, il est au-dessus. Mais leur cours, il a vraiment nettement baissé. C'est juste que comme la reprise est en V... En fait, quand est-ce que ça a commencé à remonter? Si tu prends les constructeurs automobiles, ça a commencé à remonter en novembre. Mais non pas pour les élections de Biden, mais parce qu'à ce moment-là, on annonce un vaccin. À l'époque, on croyait que le vaccin, il arriverait en gros à l'automne 2021. Il arrive fin 2020. Donc ça ouvre des perspectives. À la limite, les constructeurs auto, je veux bien entendre que les voitures qu'ils construisent en ce moment qui ne se vendent pas, ils les vendent plus tard. Dans un cycle de reprise en V, peut-être. Mais typiquement, je prends un autre business, alors les restos, les repas qui n'ont pas été faits l'année dernière, ou les avions, les avions, les voyages qui n'ont pas été faits l'année dernière, ils ne vont pas être faits cette année. Enfin, on peut pas. Il y a un moment, on ne peut pas faire deux fois plus. C'est pour ça que tu as une crise économique. En fait, la raison pour laquelle tu as un déficit sur PIB mondial qui est considérable en 2020, hormis la Chine, c'est ça. Mais donc, elle ne se traduit pas par de crise financière. En fait, la crise financière, elle a eu lieu. Et ceux qui sont sortis. En fait, la crise financière, le type qui rentre en janvier 2020, on prend peur fin février 2020, il ne veut plus revenir, lui, il a perdu et c'est terminé. Ce que nous apprend cette crise en concentré. T'en as eu des clients comme ça? Non. Non, ok. Donc, nos clients sont pour l'essentiel extrêmement bien éduqués. Ok. Je me demande par qui. C'est une bonne question. Non, en fait, on a des clients qui sont... Mais non, mais en revanche, pour répondre à ta question, qui est une autre question qui est sympa aussi, c'est qui est la même. Hein, c'est est-ce que j'ai des clients qui sont arrivés en février ou en mars 2020? La réponse est oui. Comment on les a traités? Nous, on était assez flippés d'avoir une crise économique devant nous depuis déjà quasiment mi-2019. Tu vois, 2018, ça nous avait un peu vaccinés et on n'était pas très full action, on n'était pas très boule. D'où le sujet de la fin du monde de notre juin 2019. On était déjà dedans. Hein, et moi, j'étais pas très fan de l'idée. Je pensais que les cycles s'arrêtaient, ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, le fait est que les cycles s'arrêtent. Hein. Peu importe la raison, mais les cycles s'arrêtent. Donc, quand tu vois des clients à cette période de l'année et que toi, tu as ta conviction et que tu es convaincu qu'à un moment ou à un autre, c'est pas possible que le cycle s'arrête pas, quoi. Que ça fait 12 ans. Et que le CAC 40 met 12 ans à revenir à quasiment ces niveaux de 2008, tu te dis c'est trop long, quoi. Ça a été trop long. Donc tu mets assez peu d'actions. Tu mets des fonds un peu protégés. Donc en fait, quand ça se casse la figure, tu te casses la figure. De toute façon, je viens de te dire, tout s'était cassé la figure. Pétrole, tout, l'or, il n'y avait rien qui marchait. Même il n'y avait que cash. Cash is king, comme tout à chaque fois. Mais donc on avait suffisamment peu d'investissement en actions pour pouvoir basculer les clients dès le mois d'avril. Ce qu'on a fait, on l'a dit dans une interview externe dès le mois d'avril, on a proposé à nos clients de revenir sur les marchés actions parce qu'en revanche là, on pensait qu'on pourrait avoir une recovery devant nous. Alors on n'est pas forcément acheté le V, on avait plutôt acheté un U, mais on s'est dit c'est le moment. C'est-à-dire que c'est le moment où personne ne veut y aller, où il faut investir. C'est toujours le moment où personne ne veut y aller, où il faut investir. Sous réserve que tu as un horizon d'investissement un petit peu long. Si ton horizon d'investissement c'est 3 mois, t'oublies. Ouais, ok. Si tu as 3 ans, ça vaut le coup. Premier point. Et le deuxième point, c'est que on avait pris, et donc comme ça me donne l'occasion d'expliquer sur les réseaux, mais on avait aussi proposé aux clients, parce qu'on ne voulait pas être trop directionné avec le marché action, d'avoir des fonds de gestion alternative, type effectivement H2O. Alors je pose là-dessus parce que c'était en préparation, en amont de ce, pour ceux qui connaissent ou pas H2O, c'est vrai que un des fonds stars de 2019 et en effet que beaucoup de gens mettaient en avant et dont on a parlé pas mal sur l'épisode numéro 1. Et donc ce qu'on se disait ensemble, c'est qu'on ne pouvait pas faire un épisode numéro 2 sans parler d'H2O qui depuis s'est effondré littéralement et donc il faut qu'on en parle puisque comme on disait que c'était un endroit qui était potentiellement intéressant pour la fin du monde, ça n'a pas été vraiment le cas en tout cas. Voilà, donc l'idée était de pouvoir un peu s'expliquer là-dessus. Alors, ça a même été pire que pas le bon endroit. D'ailleurs, on avait dit aussi que c'était pas une martingale, mais, mais en fait, tu prenais pas le risque directionnel d'action, mais tu prenais le risque que le gérant se trompe, tu vois. Le gérant va investir sur tout un tas de choses. Et surtout, dans ces fonds-là, il y avait beaucoup de leviers, c'est-à-dire beaucoup de crédits. Ouais. Alors, je caricature, bien sûr, c'est pas ça, mais on avait, par exemple, le gérant avait 100 à investir et en réalité, il avait 600 en portefeuille. Pourquoi ? Parce que tout le reste, c'était acheté à crédit. S'il gagne tous ses paris, si tout ce qu'il achète ou qu'il vend, il le vend comme il faut, c'est parfait. Donc il faisait des rendements à 20 ou 30% par an qui étaient complètement délirants. Tout le monde en voulait, tout le monde en prenait et prenait ses rendements et tout le monde était content. Voilà, jusqu'à là.
Et à ce moment-là, à peu Jusqu'à près. fin 2019, justement. Et jusqu'à mars 2020. Mars 2020. Ouais, jusqu'à Ok. mars 2020. Et en fait, à ce moment-là, les gérants se plantent sur leurs convictions. Ça arrive. Ouais. Mais du quand coup, t'as des gros leviers, ouais. avec l'effet levier, du coup, tu te fais ouvrir, mais 200 fois plus que les autres. Au même moment, tu dois payer tes appels de marge, donc c'est-à-dire en fait le coût de tous Ouais, ces de tu tous dois ces leviers. rembourser ton emprunt, donc du coup, voilà. Et en même temps, ils avaient des titres non cotés, pas spécifiquement lisibles. En tout cas, c'était pas si évident de devoir considérer qu'ils avaient autant de titres non cotés. Et au-delà de ça, par un effet Ça veut dire d'ascenseur. je réexplique, pardon, ils avaient des trucs de ton côté, ça veut dire qu'ils avaient plein de choses qui n'étaient pas valorisées au quotidien, qui étaient donc soit des startups, soit des entreprises plus tradies, qui n'étaient pas en bourse. Des obligues. Et Des obligations. du coup, on ne connaissait pas la valeur, et finalement, ça, c'est tombé, ça, les valeurs de ces choses-là. Non, elles sont pas tombées, on n'en sait toujours rien de leur valeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme c'est des fonds grand public, alors que c'est un produit complexe, mais qui pouvait être vendu à Madame Michu, enfin Madame Michu c'est moche comme expression, mais qui pouvait être vendu à ma mère, par exemple, voilà, qui elle, se reconnaîtra. Mais c'est compliqué à expliquer. Et c'est compliqué à comprendre. Et ces titres non cotés, comme ils ne sont pas liquides, c'est comme s'ils avaient Cosa Vostra et Alter Egal dans le portefeuille. Tu vois, ça ne se vend pas du jour au lendemain, il n'y a pas de cotation. Ça ne veut pas dire que la boîte ne va pas bien ou bien, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Donc et quand la je te valeur, redemande de l'argent, tu ne peux pas me le donner. Pas forcément. Ouais. Et si tu veux, à ce moment-là, mécaniquement, comme le gérant s'ouvre littéralement sur ses convictions, qui perd beaucoup d'argent sur les parties liquides, sur les parties cotées, mécaniquement dans ton fonds, la partie non cotée, elle reprend beaucoup plus de poids. Okay. C'est des vases communicantes. Au bout d'un moment, tu as 100% d'investi quoi qu'il en coûte. Ouais, si tu avais 80% ou 50-50 en côté, en non-côté, et que tu retires 30% du côté, évidemment, tout d'un coup, le non-côté prend... Exactement. Et c'est un des points de difficulté d'H2O. Mais le principal... Donc ça, c'est le point de liquidité qui, pour moi, était le problème le plus important pour mes clients. Et donc, nous, on a fait le choix, tout le monde ne l'a pas fait, nous, on a fait le choix de sortir d'H2O en décembre 2020. On avait repris un petit bout. Donc, on a toujours la partie non cotée qui existe parce que, comme je l'ai dit, elle n'est pas liquide. Ça s'appelle une side pocket. Et ces side pockets, donc, les clients les récupéreront dans les horizons qu'auront définis les marchés, les autorités et H2O pour permettre une sortie au meilleur moment possible et dans les meilleures conditions de valorisation pour les porteurs de parts. Donc voilà, donc c'était pas effectivement une martingale et nous on en avait mis effectivement dans les portefeuilles de nos clients à peu près à hauteur de 5%. On avait coupé les plus-values en fin 2019, donc ça nous avait permis de pas trop prendre le bouillon au printemps 2020. On avait commencé à retirer une partie avant le gel des fonds. Non pas qu'on avait... on n'était pas du tout visionnaire, hein. C'est juste que c'est une approche prudente de notre part de ne pas garder des fonds de gestion alternative pendant l'été, du coup. Et voilà. Et puis après, quand il y a eu le gel des fonds le 28 août par l'autorité des marchés financiers, à ce moment-là, nous, on s'est dit qu'à un moment ou à un autre, on allait ressortir. Et on a commencé à regarder les valorisations. Voilà, après, techniquement, on a essayé de trouver l'endroit qui était le plus simple pour nous pour le faire. Et puis surtout, on n'avait plus de raison d'avoir de gestion alternative, Mathieu, à ce moment-là, parce que les marchés actions fonctionnaient super. Oui, c'est ça. Donc du coup, mon intérêt de la gestion alternative, il est zéro à ce moment-là. D'où l'intérêt là-dessus aussi d'être bien accompagné, parce que souvent, une fois que tu as acheté ce truc-là, tu les laisses dormir, et puis à un moment, tu te réveilles et c'est trop tard. Ça fait un peu mal. Très clair. Et alors, tout à l'heure, tu disais, c'est toujours le moment où personne ne veut y aller qu'il faut y aller. Ouais. Moi, ma conviction en ce moment, c'est que comme tout le monde veut y aller, je me dis peut-être qu'il y a un moment, peut-être un chemin inverse. Alors quand, comment ? Alors moi, je suis pas du tout prêt à ne pas y aller. Tu vois, j'ai quand même cette tendance à racheter du Bitcoin, l'Ethereum un peu tous les mois, etc. J'ai quand même, je rachète des petites choses, je teste un peu, je regarde les marchés, etc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il faut que je me protège quelque part. Et ça, je ne sais pas trop faire. Alors, je ne sais pas exactement comment on doit procéder pour que tu me répondes à cette question, mais comment investir avant la fin du monde, ou en tout cas, comment je me protège d'un certain nombre de choses dans un portefeuille ? Est-ce que je garde des liquidités, juste du cash sur du compte en banque, et toujours. Puis, OK. Mais ce cash, il peut aussi se dévaloriser, puisque... En Europe, c'est moins vrai. Tu as raison si tu es au Venezuela, ou si tu es en Argentine, ou si tu es au Nigeria, si tu es en Chine. C'est clair que ça peut beaucoup plus arriver que quand tu es en Europe, où on a une devise relativement forte. Alors, on a une devise relativement forte contre le dollar, mais on a globalement une devise assez forte en Europe. Et puis après, ça peut se dévaluer. Mais par rapport à quelque chose, tu vois, ça ne se dévalue pas tout seul. Ouais. Donc ça peut se dévaluer, mais si l'essentiel des choses... Reste en euros. Alors attends, reprenons quand même ta question de début. C'est si c'est la fin du monde, comment je me protège ? Cash. Oui. Cash is king. En fait, tout à l'heure, quand je te disais, on a échangé là-dessus. Au printemps dernier, quand tout se casse la figure, c'est parce que cash is king, c'est le seul moment
où tout le monde voulait du cash. On voulait du cash bien plus que n'importe quoi d'autre. Même le Bitcoin avait baissé, tout avait baissé, parce qu'en fait, les gens voulaient du liquide pour investir dans, on ne sait pas quoi à ce moment-là, mais ils voulaient liquide. Il n'y avait que ça qui comptait. Là, le liquide. D'où l'impact du peu importe le coût, quoi. À un moment, en fait, quand on nous dit ça, en fait, on se dit bon, bah voilà. De toute façon, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ouais. Alors, qui rappelle très très bien le Whatever It Takes de Draghi à l'époque. Souviens-toi, pour 2008-2009, ouais. 2011 d'ailleurs, c'est la crise, c'est la crise de la dette, euro. Enfin, pas Grèce, c'est la dette grecque, exactement. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde l'a noté, mais ça y est, la Grèce a pu réemprunter sur les marchés financiers. Pareil, c'était pas non plus la fin du monde. Faut leur prêter, du coup. Je suis pas sûre, moi. Je le connais pas bien. Mais en tout cas, quand on est aux portes d'une problématique, il faut toujours avoir du cash. Parce que si tu dois tout vendre au dernier moment, forcément, quand tout le monde vend au même moment, tu prends n'importe quel prix. Si je te redonne mon expression, on rattrape pas un couteau qui tombe. Tu vois, même ton Bitcoin ou Tesla, on s'en fout. Mettons que ça va, je sais pas moi, $40 000 à l'époque où toi tu l'achètes début 2020. Pas de problème. Tu te dis, ça peut que monter ce truc-là. Et puis arrive le moment où cette crise chahute tout, où en fait où il y a un repli sur soi, où il n'y a que la vente qui fonctionne, il n'y a pas d'achat. Si tu as besoin de ton cash à ce moment-là, t'es mal. Parce que ça peut perdre 50%. Ok. Donc du coup, typiquement, moi, tu me dirais, je sais pas, tes clients, alors ça dépend des patrimoines, etc. Les horizons, ça dépend surtout des horizons. Mais quelle est la proportion de ton patrimoine qui doit être en cash ? Alors c'est difficile parce qu'un patrimoine, il peut y avoir, si tu as un appart qui vaut 1 million d'euros... il n'est pas cash. Il n'est pas cash, mais est-ce que, typiquement, je peux prendre ce truc-là, est-ce que si tu as un appart qui vaut 1 million d'euros, ou même 500 000, mettons, est-ce qu'il faut quand même que certains que tu aies 50 000 euros en cash, plus, moins Nous, le niveau de cash, alors il y a 2 niveaux de cash. Tu as le niveau de cash dont tu peux avoir besoin toi dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que demain, tu fais plus aucun podcast, tu n'as plus de rond, tu n'as plus rien, et il faut que ta famille vive. Et tu ne peux pas réorganiser ta famille du jour au lendemain sans argent, sans rien. Donc il faut au moins le cash de permettre à ta famille de garder une vie normale le temps de t'organiser. Ok, pendant quelques mois donc. Comment ? Quelques mois donc tu dis finalement. Nous, sur cette partie-là pure de vraiment de confort, vraiment ce qu'on appelle l'épargne de précaution en quelque sorte, qui est beaucoup trop importante, on l'entend partout, les livrets A, mais pour nous c'est 3 à 6 mois de budget de vie. Un budget de vie c'est quoi ? C'est ce que je dépense en moyenne tous les mois, y compris les vacances, y compris les fringues. Alors, quand on pourra, les cadeaux quand on va chez les copains le week-end ou le soir, les restos, enfin, tu as tout ton budget de vie. Dedans, tu as du fixe et puis tu as du variable. Donc, du coup, tu prends tout ce que tu dépenses sur une année, entièrement, je sais pas moi, si tu as en effet vacances, si tu as une nounou, ou je sais pas, ou de machin, tu dis, typiquement, moi, en ce moment, je me dis, tiens, quand même, faut être prudent, donc j'irai plus sur 6 que 3 mois. Je divise sur une année par 2, et je me dis, ça, c'est à peu près la poche que je dois avoir de cash de dispo. Et tu t'en fous que ça gagne ou pas de l'argent. D'ailleurs, ça ne doit pas en gagner, c'est censé être sur les comptes. On n'est pas dans les années 80, on n'a pas, on n'a pas des taux d'intérêt de ouf. Ça, c'est un truc, mais vraiment de pure précaution. Et après cela, dans tes investissements. Ça fait un bon demi-million d'euros pour moi, parce que je gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu n'es pas passé au bureau depuis un petit temps. Mais sur le principe, ça, c'est vraiment juste pour assurer le train de vie de ta famille et pas foutre tout le monde dans la mouise. Ensuite, il faut toujours que tu gardes des horizons. Alors, je suis rébarbative. Il faut des horizons. C'est-à-dire que tu dis, OK, à horizon, je sais pas moi, dans 4 ans, je sais qu'avec ma femme, on voudra absolument acheter une baraque en Corse, ouais, ça va être moins cher celui-là, parce que vu qu'ils l'ont arrêté, celui-là, ça va être moins cher, je pense. Je suis plutôt sur, c'est vrai, je suis plutôt sur une baraque en Corse ou un chalet, très bien. Ça prends un chalet en Corse, ce serait trop chic. C'est clair, ça existe, il y a des stations. Ça va être 2. Okay. Ah oui, 2. Mais voilà, tu t'achètes, tu vises ça, tu dis, OK, il me faut à peu près 700 000 balles pour acheter un truc qui me plaise, ou le terrain. Donc un apport de 50 à 100, c'est ça ? Ouais, au moins les frais de notaire, puis ça dépend de ta banque, ça dépend si t'es gentil, nanana. Tu dis, OK, ça c'est un horizon de 4 ans, donc quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, voilà. Emmanuel, si tu nous écoutes. Mais quoi qu'il en coûte, tu gardes directement 50, 60 000 ou 70 000 proches de toi. Donc ça veut dire quoi ? Ou tu te mets en position pour les économiser au fur et à mesure sur les 4 prochaines années. Ou tu te mets dans ta capacité d'épargne, tu dis, OK, ça veut dire que si on dit sur 4 années 70, putain, tu m'as pas fait un calcul facile, enfin chacun fera son calcul tout seul. Voilà. Ou 100 000, ça fait 25 000 par an, très bien, ça fait quand même un petit budget. Voilà, et donc ça c'est aussi une possibilité. Et ça, tu les mets sur quoi ? Aujourd'hui, soit tu les mets sur des produits de taux bancaires à la con.
un PEL, un machin, on s'en fout. L'idée, c'est pas que ça rapporte à nouveau. Il ne faut pas que ça perde. Il faut que ce soit là quand on a besoin. Ou un fonds euro. Un fonds euro, taux contre l'assurance vie, ça marche super bien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et ensuite, tu as l'épargne, genre pour, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais tes gamins, mettons qu'ils fassent des études sup, genre supérieures. Dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est ce que je vais te dire. Ça, c'est pareil, c'est notre poche. Ouais. Donc, on dit qu'il nous faut 25 000 balles par gamin pendant 5 ans chacun. Enfin, tout ce que j'adore, le goal-based investment, l'investissement par objectif. Très bien. Ouais. Ça, t'as 10 ans quand même devant toi. Ouais. Donc, t'as un peu plus de temps. Ouais. Et ça, pour le coup, t'es pas un nain. Donc là, tu peux te donner un peu de liberté sur le type d'investissement. C'est-à-dire que tu peux aller prendre un peu de risque. Ouais. Plus tu vas t'approcher de ton but, comme tu dis, plus tu réduiras ta voilure de risque. Et puis enfin, tu as l'investissement hyper long terme. Nous sommes jeunes tous, et donc notre retraite est lointaine, surtout si on en croit à la réforme. Donc, on se dit qu'on a 15 ans, 17 ans, 18 ans, j'en sais rien, avant de mobiliser cet argent-là pour notre retraite. Et bien là, ça dépend. Si tout le monde est d'accord dans la famille, c'est-à-dire que je pense aux couples qui dirigent la famille, pas aux enfants bien sûr, mais est-ce qu'on est OK pour se dire que toute une partie, je peux fermer les yeux pendant 3 ans et ça peut faire le yo-yo, et je fais confiance à la personne à qui j'ai confié les fonds, et je suis capable d'accepter ça, parce qu'en fait, la volatilité, donc c'est-à-dire le niveau d'évolution des marchés financiers ou d'un investissement en général, il pose jamais tellement de difficultés à la hausse. C'est quand ça baisse. Bien sûr. Ouais. Quand ça fait plus 30, j'ai jamais personne qui m'appelle. C'est quand plutôt ça fait moins 30. Et encore, c'est pas complètement vrai qu'ils sont contents à plus 30. Donc là, tu te dis, OK, cette poche-là, combien je suis capable de laisser voir varier de façon très très importante et peut-être même à la baisse. À ce moment-là, et en combien de temps je me donne pour me dire stop, j'arrête de jouer. Parce que je peux me tromper d'interlocuteur. En fait, la personne que j'ai en face de moi, elle apporte pas du tout le service que je voulais, pas du tout le type d'investissement que je voulais, et donc j'ai plus confiance. Ça peut arriver, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc à ce moment-là, c'est ça qui va déterminer. Et nous, sur des personnes qui ont un petit peu de temps, quand elles ne savent pas exactement déterminer leur niveau de risque, on a des questionnaires, des profils et tout ça, mais le truc le plus simple à se poser comme question, c'est quoi une bonne rentabilité pour toi ? Ouais. Et si tu me dis, écoute, une bonne renta pour moi, c'est 7%, alors effectivement, je te confirme qu'aujourd'hui, avec des taux à zéro, tu vas avoir beaucoup d'actions en portefeuille, parce que les obligations, en portage, c'est-à-dire garder une obligation qui va donner sous tous les mois, ça ne marche pas. Enfin, ça marche très peu. Forcément, il faut de l'arbitrage, il faut des montages spécifiques. Il faut aller chez Carmignac, par exemple, qui font des trucs très très bien sur de l'arbitrage obligataire avec moins de risques que ce qu'on j'ai évoqué précédemment. Sur les actions, bien sûr. Et ensuite, effectivement, en diversification, si tu te sens de ne pas passer à côté des crypto-monnaies, tu peux très bien faire des crypto-monnaies. Tu peux aussi dire, tiens, je vais aller acheter des actions des SPAC. Tu sais, les entreprises qui cotent et qui en fait sont là que pour faire lever de l'argent, mais sur les marchés actions. Je veux faire un épisode sur les SPAC, absolument, parce que... SPAC New Space. Ouais. J'ai lu un article hyper intéressant là-dessus. Ok, non, mais en fait, c'est très clair ce que tu me dis, et c'est vrai que c'est beaucoup de bon sens, et c'est pour ça que tu es là et que vous êtes là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es très liquide sur les choses très court terme, parce qu'en fait, si demain tu dois manger, payer ton loyer, payer peu importe les gens avec qui tu bosses, ou je sais pas quoi, même aussi au niveau entreprise, d'ailleurs, finalement, ça, c'est de l'argent qui doit être dispo. Derrière, tu as des choses un tout petit peu moins dispo, mais quand même qui doivent pas s'effondrer non plus. Et puis, voilà, et en fait, finalement, la partie, moi, qui me fait peur, où je te parle de fin du monde, c'est qu'en fait, c'est une partie... si elle n'est pas dispo tout de suite, mais que en fait tu la vends pas et que 10 ans après elle est remontée, et en fait tu t'en fous, c'est pas grave. Et cette crise-là elle nous a appris que la recovery était hyper rapide, parce que j'ai fait un exercice il y a pas longtemps, j'étais passé dans une émission et on avait regardé le niveau. Tu vas ailleurs qu'ici ? Parfois, je suis invitée chez BFM. c'est bien, on les aime. Ouais, tu passes toi aussi. Oui, c'est vrai. Cédric Decoeur, s'il nous écoute. Et en fait, tu regardes le niveau de tous les indices actions monde. Ouais. D'accord ? Alors, tu vas me dire, ouais, t'es hyper action, t'es hyper tradi. Ben ouais, mais ça marche bien finalement. Mais le 18 mars 2020, l'évolution entre le 18 mars 2020 et le 15 mars 2021, c'est tous les indices mondiaux, chacun des indices mondiaux, c'est entre 55 et 65% de gains. C'est-à-dire qu'on a gommé la perte et on est en petit gain. Si tu prends le 28 février 2020 et le 15 mars 2021, c'est plutôt entre plus 5 et plus 6. Donc, je reprends mon truc. Je suis à la veille de la fin du monde.
Je suis à la veille de la fin du monde, en vrai. Là, franchement, Ouais. j'investis le 25 février 2020, je suis le dernier des crétins, je me suis fait bien sûr planter par mon imbécile de CGP qui voulait que mon argent. Il m'a tout foutu sur les actions, ce con. Et ben, 1 an plus tard, j'ai récupéré mon blé. En fait, ce que je veux dire, alors, cette recovery était très courte. C'est peut-être pas un très bon exemple pour l'histoire de l'économie et de la finance, mais il faut tenir une position. Ou alors, tant pis, faut paumer son fric. Mais en vrai, si tu es à la veille de la fin du monde et que tu as malencontreusement investi, il faut tenir la pause. Parce que c'était vrai en 2008. Celui qui avait investi, par exemple, je sais pas moi, c'était quoi le pire moment en 2008 ? Je crois que le pire moment, ça devait être le juillet 2007, le point le plus haut avant la crise 2008. Et le point le plus bas, c'est mars 2009. Donc là, il faut être un peu plus patient quand même. Mais c'est que 18 mois. Pour avoir le point le plus bas, pas le point le plus haut. Du coup, non, tu continues lente agonie, c'était plus dur quand même. Hein. Là, t'étais sous respirateur façon Covid pendant un petit temps quand même. Donc, non, mais ce qu'il y a pas, c'est que alors, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui investissait, et c'est mon grand drame. Il n'y a pas grand monde qui a voulu investir en 2008. Fin 2008, début 2009, il n'y a pas grand monde qui voulait investir, alors qu'en fait, on était à la porte du succès. Et à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, avec un CAC 40 qui flirte avec les 6300 points, qu'on n'a pas vu aussi haut depuis plus de 20 ans. Même moi, j'avais pas ma boîte à ce moment-là. C'est te dire si c'est il y a longtemps. Est-ce que c'est trop haut ? C'est ça la question. La question est, est-ce que c'est pas trop cher ? Alors j'ai les deux. Hein. On me dit, Géraldine, ça va encore monter, il faut y aller à fond. Ou Géraldine, c'est trop haut. Les deux sont faux. Les deux sont faux. D'abord, il faut se rappeler de son horizon d'investissement. Et le premier truc, c'est est-ce que c'est trop ? Non, ça allait hyper vite. On achète les années de croissance devant nous. C'est sûr, et c'est vrai que c'est ce que disait Marc Fiorentino. Voilà. Il dit en gros, moi je prévoyais une bulle depuis 97 ou 98, elle est arrivée 3 ou 4 ans après. Donc en fait finalement, j'ai eu tout faux sur les années qu'on suivit en fait, parce que si le CAC va à 10 000, moi je pourrais me dire en fait attends 6003, je vends tout maintenant, j'attends que ça baisse et je rachète. Mais je peux louper. Si tu as un objectif, tu vois, si ton truc c'est exactement ça. Si ton truc c'est de dire ok, moi quand j'ai fait 10% par an sur une action, je la vends parce que ça me va très bien. Fine, c'est pas très grave, et tu passes à la prochaine. Il n'y a jamais d'erreur à faire cela. Il faut juste garder ses objectifs en tête. Oui, mais c'est hyper facile à dire comme ça. Mais quand cette action, c'est Google que tu as acheté en 2007 et que tu t'es dit, j'ai fait 10% sur Google et en fait, tu aurais pu faire 2000, tu vois, où est-ce que tu vas refaire 10% par an sur toutes les autres actions ? Mais pense au jour où on va coter ADP. Aéroport de Paris ? Ouais. Là, tu vas dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Il n'y a pas de risque sans rendement. Il n'y aura jamais de risque sans rendement. Ok, donc mais ce qui est assez clair, c'est qu'en fait, à partir du moment où cette fin du monde, alors tu vois, moi, ce qui peut m'inquiéter entre guillemets, c'est que, alors c'est des histoires qui concernent pas beaucoup de monde qui nous écoute, parce que moi, j'ai par exemple beaucoup d'immobilier qu'on crée qu'on achète avec les boîtes, parce que nos bureaux, on les achète en fait, donc du coup, voilà. Et je me dis, si à cette fin du monde, je vais avoir mon immobilier qui va baisser. Je vais quand même devoir payer les loyers. Ça dépend. Hein oui, c'est ça. Ça dépend, tu peux négocier quand même. Oui, mais avec moi-même. Mais bon, il va quand même falloir rembourser les banques, quoi. Donc, du coup... Moratoire. Ouais. Mais du coup, tu te dis si tout... Alors, dans ton cas, c'est différent. Là, ce que tu viens de me dire, c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'il n'y a pas que toi qui est dans ce cas-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, je vais acheter mon petit travail, parce que ça prend du sens, et ainsi de suite, parce que c'est très cher les loyers. Enfin, ceux qui nous écoutent et qui vivent à Paris et qui sont locataires des bureaux à Paris, les chefs d'entreprise, ça coûte une fortune. Les bureaux à Paris, c'est un cauchemar. Enfin, partout, mais c'est un cauchemar, quoi. Et ça chiffre vite en millions d'euros au bout d'un petit temps. Donc, acheter, ça semble hyper bien. Mais effectivement, si ton activité se casse la figure et que ton immobilier, c'est les bureaux, et que c'est tes bureaux, là, tu as concentré tes risques. Et c'est là où on est ton niveau de cash, du coup, c'est plus du tout le même. Ton niveau de cash à toi, Mathieu, si du coup tu as, je dis n'importe quoi, on s'en fout, mais tu as 2 millions d'euros d'immobilier avec 1,5 million de dettes, et ton 1,5 million de dettes, il est porté par toi, et le rendement est porté par tes boîtes, tu es hyper concentré en risque. Alors tu peux avoir une grande confiance en toi, c'est super, mais tu es hyper concentré en risque. Donc si tu veux protéger ta famille, par exemple, ce genre de choses, et toi-même, il faut plus de cash. Il te faut plus de cash que le mec qui va acheter sa maison en Corse dans 4 ans et qui est salarié, clairement. C'est horrible, hein. Je me sens mal. Bon, je vais vous laisser, je vais me pendre. Mais tu peux toujours vendre une partie de tes parts. Non, c'est vrai. Je vais faire un LBO, un OBO. J'ai appris ça récemment, il y a quelques temps maintenant. Un owner buy out. Bon, c'est très intéressant. Mais en effet, donc du coup, à partir du moment où t'as pris en effet... consciemment tes objectifs, poser tes objectifs consciemment et poser l'argent en face, finalement, c'est
pas très grave. Et il faut aussi savoir, je pense, et du coup, c'est un peu aussi ce que je fais moi, potentiellement après avec le reste. Alors, chacun, je pense que les gens qui écoutent la martingale, ils aiment bien aussi mettre les mains dans le cambouis là-dessus. Donc, du coup, en plus de bosser avec, et ça n'empêche pas, hein, moi, c'est le cas aussi, mais avec un partenaire, un conseiller en gestion de patrimoine, aller t'éclater toi-même potentiellement sur des marchés avec une petite poche parce qu'en fait, entre guillemets, avec tes bitcoins, tes actions, tes machins, mais il faut juste pas se dire que ce truc est l'endroit où tu mets ta réserve. La crypto-monnaie, pourquoi, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais pourquoi ça séduit? Mais nous, on a de plus en plus d'interrogations sur la crypto et j'ai toujours traité un peu ça comme ça, du revers de la main bêtement. Mais pourquoi ça intéresse les gens? Parce qu'on a l'impression que c'est de l'argent facile. Ça n'existe pas. Et le deuxième point, on a peur de tomber à côté du nouvel Eldorado, si tu veux, de paiement, etc. etc. Ben, je veux dire, pour l'instant, le Bitcoin ou une quelconque autre crypto-monnaie n'est pas réellement une monnaie d'échange. Là, à l'instant où nous parlons, il y a Tesla proposera peut-être demain d'acheter des bagnoles en Bitcoin, mais d'abord, le mec achète Je crois une qu'ils Tesla. le font déjà aujourd'hui, mais ouais. Ouais, alors je crois qu'ils le font, mais je crois qu'ils n'ont vendu aucune voiture payée en Bitcoin. Hein. On l'aurait su, je pense. Donc, en revanche, on sait qu'ils ont mis 1,5 milliard qui représente plus de 7% de leur cash en fin d'année 2020 sur le Bitcoin. Donc, je pense que ça explique une petite partie de la montée aussi. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la question de savoir, c'est est-ce que le Bitcoin va être une monnaie d'échange ou une monnaie de réserve? Est-ce que ce sera le nouvel or numérique et ça? C'est difficile de savoir. J'ai du mal à penser, mais parce que je suis de la vieille école, j'ai du mal à penser qu'on peut avoir une réelle monnaie sans État derrière. Tu vois, j'ai du mal à penser que c'est pas le triptyque monnaie. Écoute, etc. je pense que là-dessus, on a un choc de génération, en effet. Et je pense que... Alors là, je suis pas du tout à ta place, etc. Mais et probablement que ça va descendre très fort mais, à un moment. Mais j'exclus pas, en tout cas, que... à horizon 5 ans ou 10 ans, finalement, justement, cette nouvelle école, on est de la vieille école, mais cette nouvelle école se dit, bah si, en fait. C'est... Parce qu'eux, ils sont habitués autrement. Ils ont en crypto et en non-fungible token, en NFT, ils ont l'habitude de trader des bouts de jeux vidéo, des déguisements, des armes, des tas de choses comme ça. Ils ont l'habitude de trader aussi potentiellement... des œuvres, alors mini, etc. Je parle pas des gens qui font ça en 60 millions d'euros, etc. Mais du coup, pour cette génération, en fait, ça va s'auto-réaliser probablement. Alors mais modulo le fait que du coup j'ai rien compris à la crypto parce que t'as quand même t'as un algo et à un moment ça s'arrête de miner. Et à un moment, t'as plus de minage. Donc en fait, non, il n'y a pas de plus de crypto, c'est juste ça. Il y a 20, en tout cas sur. Oui, donc tu feras pas tourner la planche à billets. C'est-à-dire que non, il y a 21 millions d'euros de Bitcoin, mais que sur les Bitcoins, il y en a d'autres qui tournent. 21 millions de Bitcoin, pas d'euros. Non, de Bitcoin. Donc du coup, c'est là où le Bitcoin risque de monter en flèche si tout le monde va dessus, puisqu'on n'aura jamais plus. Du coup, ça ne pourra pas être réellement une monnaie de paiement, etc. Ça peut pas avoir. Enfin. On verra, je veux dire. Je pense que et j'ai le droit de me tromper. Je veux dire, c'est pas comme si ce serait la première fois non plus, quoi. C'est pas non plus grave, mais j'ai du mal à le voir. En revanche, le côté blockchain me paraît assez pertinent. Et c'est là que je reprends sur mes SPAC parce que du coup, en préparant l'émission, tu m'avais posé la question des SPAC, donc je me suis plus penché à cause de toi. Ok, très bien. Mais tu vois, sur le côté blockchain, rendait vachement intéressant la crypto pour tout ce qui était financier parce qu'il y avait une exécution immédiate de tout. Et donc, on gagnait des tas de millisecondes, et ainsi de suite. Enfin, est-il hyper précieux dans le business, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un point. Mais dans les SPAC et dans l'article que j'ai lu justement sur les SPAC et les New Space, c'est des boîtes, en fait, qui font des constellations de satellites, mais beaucoup plus bas que les satellites type NASA et Ariane Espace, et qui pourraient en fait se faire des relais de satellite en satellite en satellite pour passer tes ordres ultra vite et gagner les millisecondes en question. D'accord. Donc peut-être qu'une des utilités du coup de la crypto, elle vient de tomber. Si ce truc-là marche, du coup, hop, une des utilités de la crypto peut peut-être tomber. Et après, voilà. Mais après, tu as raison, la génération d'après est plus maligne que nous et elle nous apprendra des trucs. En tout cas, elle est plus habituée à tout ça. Mais ce qui est intéressant dans ta démarche, je trouve, et c'est ce que je vois de plus en plus dans les invités de la Martingale, c'est que on doit tous, y compris, ce qui n'est pas facile comme posture pour un conseiller quand c'est ton métier, accepter qu'on est faillible et avoir une stratégie qui est faite, qui est mise en place en prenant ça en considération. Et c'est la problématique souvent des personnes qui rentrent sur un marché, c'est que
t'as l'impression très vite d'avoir tout compris au Bitcoin ou aux actions ou à je sais pas quoi. Et en fait, tu finis par te péter la gueule parce que t'as pas vécu les crises d'avant, parce que t'as pas... Voilà, on est d'accord, non ? Je pense qu'il y a beaucoup dans l'expérience. Il y a beaucoup de tracés un trait. Ce que je dis à mes clients qui me disent aujourd'hui, mais Géraldine, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Je dis non, souvenez-vous pourquoi on l'a fait il y a un an. On garde cette ligne. Et un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, je pense, dans ma carrière, je ne sais pas si le terme est exact, enfin en tout cas dans ma vie professionnelle, dans les vœux d'un de mes clients, il m'a dit chère Géraldine, merci pour vous, et merci d'avoir été impavide à nos côtés dans cette année 2020. Et je me dis, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire impavide, parce que c'est pas si évident que ça. T'as regardé dans le dictionnaire quand on t'a dit d'accord, tout à fait. Tu vois. Et c'est tenir bon. En fait, tu tiens le cap pour tes clients. Et c'est ça notre job. C'est définir avec eux des stratégies et les tenir. Et être à leur côté. Et après, tu as aussi le droit de changer d'avis. Il n'y a pas que des... alors encore une expression, ça, tu dois la connaître comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui. Parce que ça allait avec la vraiment, planète. Heureusement. Voilà, avec la planète, quand on était jeunes. Parce qu'on se lève tous, mais il y a aussi on ne change pas d'avis. Et donc, si tu veux, il faut avoir cette capacité de se remettre en cause. Quand on s'est gouré, on a essayé de voir tous les cas possibles. Et puis parfois, on n'y arrive pas. Tu vois, on a créé beaucoup de produits structurés depuis 4 ans. Les produits structurés, c'est très à la mode. Je ne sais pas si tu as déjà fait... Alors, je suis confuse, je ne sais pas si tu as déjà fait des émissions dessus ou pas. Non. Non, d'accord. Bon, je reviendrai. Mais c'est des produits qui permettent, si tu veux, de promettre un gain sous certaines conditions. Et il est capé. Et ta perte, tu sais quand est-ce que tu l'as, c'est dans telle et telle condition. Donc c'est assez rassurant en fait, parce que c'est exactement ce qu'on fait jamais sur les marchés, on sait jamais. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Là, on sait quand est-ce qu'on gagne, on sait quand est-ce qu'on perd. Tu peux me donner un exemple ? Oui, tout à fait. Je te donne un exemple. Si ça tombe sur le rouge, tu gagnes. Non, c'est plus simple que ça encore. Okay. C'est encore plus simple que ça. Je vais te donner un exemple. On dit, moi je vais regarder l'indice CAC 40. D'accord ? Et je vais le regarder à partir du 16 avril 2021. Le 16 avril 2021, le CAC 40 est aux alentours, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais on va dire 6300 points, juste pour me simplifier la vie, s'il te plaît. 6300 points, d'accord ? Et puis, je vais le regarder dans un an, d'accord ? Entre-temps, il ne va rien se passer. Enfin, si, le produit est une obligation, il continue. Mais entre-temps, moi, je porte mon produit et je prends le pari que si le CAC 40 pèse de 20%, eh bien, moi, je gagne, on me délivre un coupon, comme une obligation, tu sais, qu'on te paye, en fait. On te paye pour attendre, en fait. Eh bien, on me paye et on me donne 5% par an. Si le CAC 40 perd 20%. Et pas plus de 20%. S'il perd plus de 20%, je ne touche rien du tout. S'il gagne, mon produit est rappelé, c'est ce qu'on appelle des autocalls, donc le produit s'arrête. Le 16 avril 2022, le produit s'arrête, je prends mes 5% et on me rend mon capital que je peux investir à nouveau ailleurs. Si le CAC 40 est entre 100, mon niveau initial, et 80, je touche mon coupon et le produit continue. Et on recommence le 16 avril 2023 et ainsi de suite, et ainsi de suite. En général, les produits sont de 6 à 10 ans. Et ça, c'est chez tout, ça ? Chez moi. Chez toi. Et c'est du pari ? Pas que. C'est pas un pari. Enfin, oui, c'est une sorte de pari, bien sûr. Oui, c'est une sorte de pari. C'est-à-dire que je choisis de prendre tel risque pour avoir tel montant. Mais si mon CAC 40, il a fait 40%, moi, j'ai touché mes 5. Donc, en fait, mais c'est assez rassurant parce qu'au fond, ça te permet de manager ton risque différemment. Je pense que ça complète assez bien. Tu vois, tout le panel qu'on peut acheter. Tu peux avoir tes cryptos pour te faire plaisir sur un truc. Tu peux aller sur tes titres vifs à te dire, tiens, moi j'achèterais bien cette nouvelle boîte qui va se coter là-dessus. Je peux aller sur du private equity. Je peux avoir mon immobilier. Je peux avoir mes OPC classiques de Carmignac à OTA et tout ça. Ça n'a pas un problème en soi. Mais je peux aussi moduler mon risque et mieux le piloter en allant voir mon CGP, parce que je réponds à ta question. Tu peux avoir des produits de campagne en banque, mais ils sont pourris. Ils sont bourrés de frais. Ils offreront jamais autant de rendement que les produits qui sont bien faits pour des CGP de taille humaine, parce qu'on a moins besoin de marge pour vivre que les gros. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Non, ce genre de produit, en ce moment, me ferait quand même vraiment très peur, me fait très peur, quoi. Je veux dire, être capable de dire là, ça va faire plus 20 ou moins 20 dans les 6 prochains mois, honnêtement. Toi, tu n'as pas besoin de savoir ça. Ouais. Toi, en fait, tu te dis, moi, j'ai mon action Tesla, j'ai mes OPC de mes asset managers que je préfère, j'ai mes assurances vie, j'ai les trucs pour mes mômes, j'ai tout ça. Et en même temps, je me dis, ok, les actions, elles montent beaucoup, mais est-ce qu'elles sont pas trop chères ? Est-ce que c'est pas une bulle ? Tu me parlais des émissions de fake market là-dessus. Si tu penses que c'est une bulle, t'achètes pas une action. Ou alors si t'achètes une action, tu cherches à te couvrir. Si tu cherches à te couvrir, tu prends quoi ? Soit tu prends du cash, mais tu sais que tu vas gagner 0 ou perdre pendant un temps, tant que les taux sont négatifs, ou enfin tant qu'on ne te rémunère pas ton cash.
Donc ça peut changer en 2022 si le rendement de l'argent est plus cher. Auquel cas, peut-être que le cash aura plus de sens. Donc, tu achètes tes actions d'un côté en disant ça pourrait monter, donc je ne veux pas me foirer, mais je me couvre quand même si ça perd. Et à la fin, tu n'es pas un jeu de somme égale où finalement. Tu peux être à somme égale parce que de toute façon, ton coupon, il est fixe. Hein. Ok. Donc, non, mais c'est une façon comme une autre de. Et puis, tu es payé pour attendre tant que le marché baisse. Hein. C'est pas complètement débile. Hein. L'année dernière, les clients étaient assez ravis quand même. Hein. Oui, j'imagine. Ça, c'est ta martingale en ce moment, du coup? Arrête avec la dernière fois que j'ai dit qu'il y avait une martingale, ça m'a coûté une poisse incroyable. Donc je n'ai pas de martingale, monsieur. Ça pourrait coûter la poisse à celui que t'annonces là. Alors moi en ce moment. Parce que la dernière fois c'était H2O, hein, ta martingale, je crois. Je sais, mais j'avais quand même cité d'autres, genre Carmignac, qui avait raison aussi quand même. Non mais je ne dirais pas. Il y a JP Morgan. Ma martingale, sincèrement. Ma martingale cette année, si je vais choisir un type d'action qui n'est pas trop encore acheté en Europe, même si ça draine beaucoup de pognon, mais pas encore assez à mon goût, je pense que j'en initierai un peu plus de lignes actions chinoises dans les portefeuilles de mes clients. Ça me paraît en effet chinoise et Asie, mais en effet. Et alors ça, c'est pas si simple parce que les actions, moi j'ai par exemple du Alibaba ou des choses comme ça, alors qu'en plus un peu prix cher. C'est coté à New York en plus. Ouais, c'est coté à New York. Du coup, c'est pas si simple à acheter les actions chinoises quand même, si. Alors c'est assez compliqué parce que d'abord les agréments pour acheter vraiment, pour pas acheter la boîte à touristes, pour acheter vraiment Alibaba. Le vrai, en fait pas l'ersatz. Ouais. Pardon. Il y a très peu de sociétés de gestion qui sont autorisées enfin très peu. Par rapport à ce qui existe dans le monde, il y a très peu de sociétés de gestion qui sont autorisées à acheter directement les actions. Je crois que c'est par Shenzhen ou un truc comme ça. Okay. Mais il y a JP Morgan qui a cette autorisation-là. Ils ont un petit panel de fonds. Nous, on utilise beaucoup leurs fonds. Il n'y a pas que eux, mais JP Morgan, à l'origine, c'est aussi Fleming, qui est une société de gestion qui était très portée sur l'Asie. Donc, ils ont quand même une grosse expérience. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Tu as des China Share Opportunité, tu as Greater China selon ton enveloppe, parce que tout n'est pas éligible partout. Mais il y a des trucs qui sont pas mal. Intéressant, ça me plaît en effet parce que de toute façon après y aller au cas par cas sur plein de choses dans des pays qu'on connaît assez mal comme ça, c'est pas forcément si simple, sauf si vous le connaissez très bien. Écoute, merci, je suis très content d'avoir pu échanger de nouveau et puis aussi à bâton rompu comme d'hab, mais au moins sur les épisodes passés avec autant de transparence, c'est top. Je tiens vraiment à dire que même la démarche de te réinviter en ce qui me concerne était dans cette approche aussi. Je tiens aussi à dire que je le dis de temps en temps et vous pouvez vous dire que c'est tu vois, un truc un peu juridique ou légal pour me baquer quand je dis n'écoutez pas tout ça nécessairement comme des conseils, etc. Mais chacun doit être juge vraiment de ce qu'il fait. Il peut se faire accompagner en effet par Géraldine, par d'autres gens. Voilà, moi je vais creuser. Récemment, on m'a remonté un ou deux trucs sur potentiellement des invités passés. Alors, que certains se plantent, c'est une chose, mais là, sur lesquels on me dit, il y a des trucs un peu opaques. Donc, on est en train d'investiguer un tout petit peu. Toi, c'est pas opaque chez toi, je le sais. T'es très bien. Mais là-dessus, on est en train d'investiguer. On essaiera de mettre peut-être des warnings sur les choses. Mais voilà. Vous avez la responsabilité tous de votre argent. Ici, j'essaie de vous faire découvrir plein de choses. De la decentralized finance jusqu'à des cryptos, jusqu'à des actions, jusqu'à du green et des tas de choses super. Je pense qu'on découvre ensemble plein de choses. Vous me le dites beaucoup, donc je suis ravi. Voilà. Maintenant, à la fin, quand même, étudiez bien où vous allez parce que moi, je ne veux pas être responsable de ce que vous faites là-dessus. Vous êtes déjà beaucoup trop à essayer de copier mon portefeuille sur eToro, ce qui est complètement débile parce que encore une fois, je suis vraiment un amateur, mais j'ai beaucoup de chance. Voilà, je te remercie encore, Géraldine. Tu veux une expression peut-être? Ouais. J'adore. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, messieurs, dames. Oui, c'est vrai. Voilà, et moi, je conseille pas, en fait. Je suis pas payeur, mais je conseille pas. J'en informe, mais surtout, je découvre avec vous, et je trouve ça super. Je me régale, donc je vous remercie aussi, et je le dis pas assez, mes chers auditeurs. En plus, je remercie à chaque fois mes invités, mais de me permettre de faire tout ça, parce que c'est juste trop cool de s'ouvrir un peu l'esprit, de voir plein de choses, d'apprendre des mots comme impavide, parce que ça, en revanche, qui n'éprouve ou ne montre aucune crainte. Alors ça, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu l'inverse de fébrile. Et ça, j'aime beaucoup. Impavide, là, c'est bon, tu m'as refait. Pour ceux qui veulent vérifier dans le dictionnaire. Voilà. Donc, toujours un plaisir de recevoir Géraldine Métifeux. Suivez Géraldine sur. En plus, tu t'envoies une newsletter. Donc, voilà, je l'ai reçu ce matin. Voilà, sur donc, Alter Egal, sur LinkedIn aussi, tu es très active. Géraldine Métifeux avec un X, METIFEUX. Géraldine, vous savez l'écrire. Voilà, merci.
1000 fois. Merci Mathieu, à bientôt j'espère. À plus, moi, on se revoit dans 2 ans au pire, quoi. Voilà, pour débriefer la fin du monde 3. À plus. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.